Freddy, je te laisse te présenter peut-être pour dire à tout le monde qui tu es? Très bien, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup Arthur là pour cette invitation. Me présenter, je vais commencer, peut-être un tout petit peu par mon parcours avant de dire ce que je fais aujourd'hui. Parcours, c'est, en tant que bébé, Java développeur là, à la fin des années 90, j'ai eu la chance de débarquer dans un monde dans lequel, l'agilité faisait également ses 1 pas. J'ai connu cette époque où, on écrivait nos propres, moteur de build, époque révolue désormais. Ensuite, j'ai rejoint une société de services là, en Suisse, pour monter toute une offre autour de l'agilité, faire du conseil autour de l'agilité. Puis un jour, pour, occuper les gens en intercontrat, on a décidé de démarrer le développement d'un logiciel qui s'appelle SonarCube. 2 ans plus tard, on faisait une spin-off, c'est devenu SonarSource. Ça a connu un certain succès et puis, il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, j'ai quitté SonarSource, pour revenir à mes premiers amours, qui est vraiment la création de valeur en partant presque d'une feuille blanche. Alors, en m'investissant et en investissant dans des startups, et tout particulièrement dans cette, startup ReviewPad là qui travaille sur la revue de code et dont on va, discuter aujourd'hui, enfin notamment la pratique de revue de code. Voilà, aujourd'hui, voilà, j'ai le plaisir de travailler avec des entrepreneurs, qui ont cette, naïveté, cette folie, de croire qu'ils peuvent transformer leurs rêves en réalité. Merci pour cette intro. De mon côté, du coup, moi, je suis Arthur Magne, CTO et cofondateur de Promise. Promise, ça fait 9 ans maintenant, je pense, qu'on a créé l'entreprise, donc ça commence à faire. Tout est parti de travaux de recherche en 2014 autour de la qualité logicielle. Donc, on a travaillé pas mal au début sur des outils autour d'outils de calimétrie, de code, de rapports qui est autour de ça, pour dévier petit à petit dans des outils qui permettent aux équipes de se partager des connaissances et des expertises. Et c'est tout naturellement que du coup, ça gravite autour de la revue de code. Aujourd'hui, il y a plein de manières de se partager de l'expertise dans les équipes tech. Ça peut être justement dans des points de revue techniques, ça peut être en faisant du pair programming, du mob programming, en faisant de la revue de code, en travaillant avec des wikis, en faisant des formations du e-learning. Il y a vraiment plein de manières différentes de faire. Effectivement, toute une partie du cœur de ce qu'on a développé comme solution, ça va être des plugins autour de GitHub ou GitLab ou d'outils de revue de code qui permettent justement aux équipes de passer sur un autre format, on en parlera tout à l'heure, qui est un format qu'on a appelé des revues de pratique, donc par opposition à un revue de code. Et l'idée, du coup, c'est de présenter un petit peu aujourd'hui ce qu'on retrouve dans les revues de code, ce pourquoi elles sont faites à la base, quelles sont les problématiques qu'on retrouve aujourd'hui dans les entreprises qui ont implémenté ces revues de code. C'est vrai que ça se passe rarement de la manière la plus fluide possible. Il y a souvent des petites contraintes, des petites choses qui font que ça nous ralentit un petit peu, ça ne se passe pas vraiment comme on veut. Donc voilà, il y a tout plein de choses qu'on va essayer de mettre en avant et vous allez peut-être vous retrouver dans ces problématiques. Donc l'idée, c'est de démarrer sur ça. Est-ce que Freddy, toi, tu peux déjà nous donner ta définition de ce que pour toi devrait être une revue de code de base? Hem, ouais, alors c'est un bon moyen de démarrer parce que, déjà je pense qu'il y a un vrai problème sémantique derrière le terme revue de code. C'est à quoi on fait référence quand on parle de revue de code? Est-ce qu'on fait référence à cette étape de revue de code sur les pull requests, que d'ailleurs moi je souhaiterais renommer en étape de code approval, sur les pull requests? Ou est-ce qu'on fait référence à une, pratique de revue de code, qui consiste là, par exemple, si on travaille ensemble, Arthur, à lever la main, te demander du feedback, sur mon code, pour, te demander des insights, pour me permettre, je sais pas, d'améliorer le design ou quoi que ce soit.
et je pense vraiment que quand on parle de revue de code, à chaque fois, on devrait être très clair sur est-ce qu'on parle de revue de code sur les pull requests, enfin sur cette étape de pull request, ou est-ce qu'on parle revue de code typiquement dans le cadre d'une activité de pair programming ou de nouveau de manière ad hoc. Donne-moi ton avis sur le code que je suis en train d'écrire. Pa- Alors, je ne sais pas si tu veux que je développe là. Non, non, parce qu'effectivement, on pourra en reparler après dans la partie plus, solutions et conclusions, mais Parce effectivement, que moi, c'est peut-être si je vais rajouter une chose, c'est en fait, parce que suivant ce dont on parle, l'intention n'est pas la même. Et c'est bien tout le problème. Si on parle de la revue de code qui est sollicitée, enfin en dehors de la pull request, là, l'intention, c'est vraiment de recueillir du feedback pour m'améliorer, pour me donner une nouvelle, éventuellement une nouvelle perspective sur les choses, potentiellement, en effet, pour partager des bonnes pratiques. Si on parle de cette étape de revue de code sur les pull requests, comme ça arrive très tard dans le cycle de développement, là, l'intention première de cette étape-là, en tant qu'auteur de la pull request, c'est d'obtenir une approbation. Et comme l'intention première est d'obtenir une approbation, déjà ça commence à créer une friction si jamais la revue de code conduit à tiens, mais finalement sur le design, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas comme ça. Et là, tu as la tension qui apparaît. ah, je comprends. Effectivement, c'est vrai qu'on on parle pas forcément de la même chose, en fait, quand on parle de revue de code et de mon côté, quand je vais raconter des choses, je vais raconter plus des retours d'expérience de ce qu'on a vu dans les équipes, vu que nous, chez Promise, on n'est pas forcément une très grosse équipe de développement, même si on a fait pas mal de revues de code et on en fait toujours. Mais on a vu beaucoup de clients différents, que ce soit des ESN, des grands comptes, des startups, des scale-up, des gens qui travaillent avec des équipes en offshore, et cetera. Et à chaque fois, on a vu un petit peu ce que tu disais, c'est-à-dire que, il y a des personnes qui nous disent: «On a différents niveaux de commentaires et on a des commentaires sur le fond, on a des commentaires sur la forme, on n'est pas d'accord». Des fois, il y a des threads qui commencent à grandir et à grandir parce que du coup, des gens sont en train d'essayer de se mettre d'accord sur une manière de faire pendant la revue de code et en fait, effectivement, on se dit: «Mais est-ce que c'est vraiment le moment justement de faire ça?» Parce qu'en fait, on n'est que 2 à partager, donc souvent, c'est une des problématiques, c'est la revue de code, c'est une autre personne qui va nous faire la revue, c'est une personne qui souvent va être dans notre équipe et donc on est juste en train de discuter entre 2 personnes. Donc est-ce que c'est le bon moment pour, parler de notre manière globale de faire et cetera? C'est un petit peu la question qui se pose. C'est vrai qu'on a vu pas mal de problématiques dans les équipes aujourd'hui autour des revues de code. Certaines les voient maintenant un peu comme une contrainte. Il y a des développeurs d'ailleurs qui sont frustrés de ces revues de code, qui se disent: «Bah, à chaque fois que je pousse quelque chose, j'ai 30 ou 40 commentaires. Du coup, j'ose plus rien pousser, puis du coup, je fais vraiment attention de faire le truc que j'essaye de faire parfait, donc je mets 2 ou 3 fois plus de temps à développer parce que j'ai peur de me prendre plein de commentaires dans la revue de code». Donc il y a vraiment cet effet aussi bah, égo qu'on peut avoir où quand je pousse quelque chose, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, je me prends un commentaire, mais moi je ne suis pas d'accord avec lui. Donc comment ça se passe? Comment est-ce qu'on tranche? Est-ce que c'est le bon moment de le faire? C'est un peu une problématique qu'on voit souvent. Et puis surtout cet effet bottleneck, goulot d'étranglement quoi, des revues de code où, comme tu disais, c'est très tard et ça commence à bloquer. On attend que les personnes soient disponibles et en fait, ça nous ralentit notre cycle de développement et ça va dégrader un indicateur qui est le lead time Mmh. dont on pourra parler. C'est quoi ton point de vue justement sur les problématiques que tu as pu voir toi autour de toutes ces revues de code? Là, ça m'amène 2 remarques. La première, c'est que, là, tu parlais heu, comment dire? De la friction que ça peut générer du côté de l'auteur de la pull request, la crainte du passage de cette étape de revue de code, cette volonté de dire: «Bon, faut que ça soit presque parfait avant d'assigner pour revue ma PR parce qu'autrement ça va être sans fin». On peut retrouver ces mêmes
comportement un peu défensif et conservateur du côté de la personne qui fait la revue de code. Parce que moi, ça m'est arrivé assez souvent en tant que reviewer de me dire, mais est-ce que là-dessus, moi, j'aurais pas fait comme ça. Je pense que ça serait mieux de faire, de faire différemment et en même temps de me dire: «Bah, oui, mais est-ce que je le dis? Est-ce que ça doit être bloquant pour la pull request?» Et comment Paul va le prendre parce que ça fait 3 jours qu'il est sur le sujet et là, tout d'un coup, ça veut dire qu'on re-rentre, dans une itération. Donc en fait, ça amène des 2 côtés, à la fois du côté, du reviewer et du côté de l'auteur de la pull request, à se poser des questions qui auraient pas lieu d'être et après, bah, tu arrives sur, le problème de fond, que pose, justement, cette difficulté. On en revient toujours au même, hein. Là, la problématique, c'est quelle est l'intention de cette étape de revue de code sur les PR? Tant qu'on n'arrive pas à arriver sur une définition claire de, quelle est l'intention, quel est le contrat, quand est-ce que ça doit être bloquant, quand est-ce que ça doit pas être bloquant. Hem, En fait, ça a tendance à allonger en effet le cycle de vie des PR et puis là, on tombe sur une problématique de fond, c'est en effet l'allongement de cette DORA métrique là qui est le lead time for changes. Je ne sais pas si tu veux qu'on l'aborde là maintenant et en quoi c'est un problème, mais volontiers pour basculer. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a plein de problématiques autour des revues de code. On pourra en parler quand il y a trop de code modifié, il y a trop de commentaires. Les commentaires sont sur plein de sujets différents. Il y a ce manque de partage de connaissances aussi qui fait qu'on a des héros dans les équipes qui sont le héros sécurité ou DDD ou test ou synarchie ou performance, etc. Et en fait, c'est la personne qui est censée faire le garde-fou de la partie sécurité, par exemple. Et si cette personne est en congé, en fait, personne ne peut faire notre revue sur la partie sécurité. Et en fait, on va avoir des domaines d'expertise qui sont très cloisonnés. Et si on ne les partage pas entre nous, on se retrouve à encore plus intensifier cet effet de goulot d'étranglement parce qu'en fait, on doit attendre qu'une personne soit disponible pour faire tout ça. Et ce qui a un impact très fort sur cette métrique. Donc, effectivement, si tu peux en parler un petit peu de ces indicateurs qu'on retrouve autour de la partie DevOps et revue de code. Oui, parce que là, juste, la petite anecdote, c'est, quand j'étais encore chez Sonar Source, bien évidemment qu'assez rapidement, on s'est dit, on s'est demandé: «Bah, est-ce qu'on n'arriverait pas à, justifier, à démontrer, l'impact d'un outil comme, SonarCube sur la productivité, des équipes de dev?» Et sujet désormais qui est, totalement clos, c'est non, on ne peut pas mesurer la productivité d'une équipe de dev et c'est pas la peine d'y revenir et c'est pas la peine d'y revenir pour, plein de raisons. C'est que, la notion de productivité, elle est totalement, dépendante de la perspective qu'on prend. Est-ce que c'est depuis la perspective d'un client? Est-ce que c'est depuis la perspective d'un business analyst? Perspective du développeur? Et donc, suivant la perspective et même d'un client à l'autre, de toute manière, la notion de, je sais pas, valeur rendue, dans le cadre d'un incrément logiciel va pas être la même. Donc, productivité, c'est impossible à mesurer. Mais ce qui est bien, c'est qu'en effet, Google avec, cette équipe-là, Dora, et toutes les études qu'ils ont mis en place là, qui portent, enfin à l'époque, c'était sur plus de 12 000 entreprises sur lesquelles, qui avaient été interrogées en fait et qui sont à la base de ce rapport. Ce qui est bien, c'est que ce rapport Dora, il a clos le sujet il l'a clos en disant: «Mais, OK, ça, on ne peut pas mesurer la productivité. Par contre, il y a un rapport direct entre la capacité, d'une équipe de développement à soutenir un flot de non seulement de développement, mais également de delivery, de release, et
l'efficacité en fait intrinsèque de l'équipe. Et donc ils sont arrivés là avec 4 métriques de base qui sont le lead time for changes. Pour caricaturer un peu, on va dire que c'est le temps qui s'écoule entre le moment où on commence à coder une feature et puis le moment où ça c'est vraiment cette feature est réellement utilisée par un client. On va avoir le change failure rate, donc ça va être le nombre de fois où un changement part en production et puis ça donne lieu à un bug, à un problème de sécurité, puis on est obligé de revenir dessus. Deployment frequency, donc à quelle fréquence on part en production. Et puis, mince, le Time to restore. Ouais. time to restore, donc le temps qu'il faut quand un problème apparaît en production pour le corriger. Et en gros, si on arrive à pousser tous ces indicateurs au vert, donc pousser tous ces indicateurs au vert, hein, si on prend le lead time for changes, ça peut vouloir dire en 1 ou 2 jours, entre le moment où on commence à coder une feature et puis le moment où c'est utilisé par un client, quoi. Donc, si on arrive à pousser au maximum ces 4 indicateurs, alors on est considéré comme une équipe élite. Donc, on voit bien qu'en fait, la vitesse, le flux ici, là, il est super important. Et puis, cette fameuse étape de revue de code, c'est actuellement elle qui peut significativement dégrader ce lead time for changes. Et c'est justement en fait le problème auquel on a décidé de s'attaquer chez ReviewPan, c'est faire en sorte que cette étape de revue de code ne soit plus, n'aille plus impacter en fait ce lead time for changes. Alors, il y a une question de Xavier, qui fait bien la transition, je pense, avec justement ce que tu disais, qui dit: «Bah, en fait, cette étape de pull request et de revue de code, elle semble, un petit peu obligatoire aujourd'hui». Déjà, il y a une question à se poser, c'est pourquoi est-ce que pour toi, on peut pas se passer de cette étape aujourd'hui? Et la Mmh. question de Xavier, si je la comprends bien, c'est, qu'est-ce qu'on devrait maintenir dans cette étape? Et qu'est-ce qui devrait justement sortir de cette étape et faire l'objet d'une autre session de travail, d'un autre format justement pour pouvoir, discuter justement de ces changements et cetera? Je ne sais pas qui est Xavier, mais tu gardes toutes ces questions au chaud là. Ouais. Parce qu'en effet, donc est-ce qu'on doit garder c alors à quoi sert cette étape et est-ce qu'on en a besoin? Ma réponse là-dessus est totalement affirmative et pas teintée d'ambiguïté, c'est oui, on en a intrinsèquement besoin. Alors pourquoi on en a besoin? Là, donc, pull request créé en 2008. D'ailleurs, on y reviendra peut-être en fait sur l'histoire des pull requests et sur le fait, faut pas oublier que les pull requests ont été créés, initialement pour, grandement, améliorer la contribution sur les projets open source. Or là, on est en train de parler des pull requests dans le cadre d'un usage, interne, ce qui, change, considérablement, justement, la manière dont on doit appréhender cette étape de revue de code. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? C'est-à-dire que, grâce, à tout ce mouvement DevOps, on a énormément, d'automatisation qui sont apparues sur les pull requests et qui nous donnent un feedback, extrêmement rapide. Donc, bien entendu le build, bien entendu les tests unitaires, les tests d'intégration et puis, justement on a des outils comme SonarQube, qui sont apparus, SonarQube, Checkmarx et cetera, qui viennent se greffer, sur le cycle de vie des pull requests pour, donner un feedback également extrêmement rapide, à la détection de problèmes qualité, donc une méthode trop complexe, trop de complexité imbriquée, pas de test unitaire ou mauvaise couverture de test unitaire, sur des problèmes de fiabilité, donc des bugs et sur des problèmes de sécurité. Dans un monde idéal, bien entendu, on aimerait que ces outils, ils soient tellement performants qu'en fait,
à quoi bon toujours avoir besoin de faire de la revue de code manuelle? Parce que si on allait jusqu'au bout du raisonnement, bah, demain, potentiellement, un SonarCube serait capable de aller détecter tout problème de maintenabilité, de sécurité et de fiabilité. Heu, Ce ne sera jamais le cas. C'est-à-dire que ces outils, aussi puissants soient-ils, ce qu'ils recherchent, c'est des patterns connus de bugs, de vulnérabilités et de problèmes de maintenabilité. Aucun des outils actuellement quand on en parle chez ReviewPad, je pense même pas, et même avec beaucoup d'intelligence artificielle, aucun des outils n'est capable et ne sera capable dans l'avenir de prouver l'absence de problèmes. Ces outils-là, actuellement, ils trouvent des problèmes, mais ils sont incapables de prouver l'absence. Et donc ce qu'on recherche dans cette étape de revue de code manuelle, c'est d'aller détecter, ce qui ne sera jamais détectable par ces outils-là. Donc ça répond à la question pourquoi on en a besoin. Après, la deuxième question pour raffiner, c'est, quand est-ce que cette étape de revue de code devrait être bloquante ou quel retour devrait être bloquant? Et je pense que là, on touche au cœur du problème, c'est que, actuellement, on part du principe que, quel que soit le reviewer, s'il a du feedback, ce feedback est bloquant. Et, heu, et 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 heu et là, ça deman ça demanderait de normaliser, quels sont les types de retours qui sont bloquants et pour moi, de nouveau, j'ai un avis assez arrêté sur la chose. Il ne devrait y avoir que 3 cas dans lesquels le retour est bloquant. Soit on a un problème de fiabilité. C'est-à-dire que le code tel qu'il est fait, je sais pas, il nous amène potentiellement un problème de performance, il y a un bug évident, il y a un use case, qui est mal couvert. Hem, Soit il amène un problème de sécurité et là, bah, bien bien entendu, de nouveau, hem je sais pas, pour accéder à une fonction, on passe pas par le service qui permet de s'assurer que, le client a bien la permission pour faire ça. Bien entendu que c'est bloquant, quoi. C'est retour à l'envoyeur et il faut faire la correction, avant d'aller en prod. Donc à partir du moment où il y a un problème de fiabilité et de sécurité, la question ne se pose pas. La question commence à se poser quand c'est un problème de maintenabilité. Donc, maintenabilité, c'est, lisibilité du code, facilité avec laquelle un autre contributeur demain va pouvoir, injecter du changement dans ce code-là. Et là, pour moi, hem, bon alors de manière générale, les problèmes de maintenabilité devraient être, gérés, sans bloquer la pull request. À l'exception des problèmes de maintenabilité qui pourraient amener à un problème de fiabilité demain. Alors, je prends un exemple très concret, c'est je sais pas, on modifie, de la business logic, il n'y a pas de il y a pas de test unitaire où on modifie tout type de code parce que là, ça va dépendre des chapelles, mais il y a pas de couverture. Là, il y a clairement un risque que demain, quelqu'un qui fait un changement sur, ce même code, il introduit un bug. Donc en fait, là, on parle d'un problème de maintenabilité qui demain, pourrait se transformer en problème de fiabilité, quand quelqu'un va modifier le code. Il y a que ce cas-là, qui devrait être bloquant. Idem, tu vois, je reprenais l'exemple trivial, mais d'un code extrêmement complexe ou d'un utilisation d'un design pattern extrêmement avancé qui fait que demain, on a un gars un peu plus junior qui arrive sur le code, potentiellement ça l'amène à avoir une incompréhension. Donc, de nouveau, ce problème-là, il devrait être bloquant. Par contre, le fait que, on n'est pas tout à fait d'accord sur le problème de nommage, que, ah bah, ça serait peut-être, plus joli esthétiquement d'utiliser ce design pattern, sur le fait que,
Oui, bah, globalement sur le fait qu'on ferait les choses différemment, bah, tout ça ne devrait pas bloquer la pull request. Et c'est toutes ces thématiques-là qui peuvent amener en plus à des commentaires sans fin. De toute façon, c'est bien simple, hein, sur une commentaire, sur une pull request, il y a des commentaires, qui donnent lieu à des discussions animées. C'est qu'en fait, le point qui a été relevé, tient probablement d'un problème de maintenabilité, d'une absence d'alignement de l'équipe sur la meilleure manière d'aborder ça. Et tout ça, ça devrait être géré en dehors de la pull request et ça ne devrait pas bloquer le merge de la pull request. Ah, donc c'est intéressant ce que tu dis, effectivement. Quand tu commences à voir un commentaire qui se transforme en thread et puis en discussion, et puis on n'est pas d'accord, et en fait on n'arrive pas à trancher, pour toi c'est un smell que, en gros, il y a un souci sur le commentaire qui a été mis. C'est pas forcément quelque chose à voir maintenant, il faut le mettre de côté et le voir dans un autre format, effectivement. Ouais. D'ailleurs, je pense que désormais, enfin, il devrait y avoir presque quelque chose d'automatique. C'est on n'est pas d'accord, donc ça doit être géré grâce à Promise. Par exemple, effectivement. C'est un exemple qu'on va prendre après sur ce format de revue de pratique qui, pour nous, devrait complémenter les revues de code, dans le sens où, comme tu dis, il y a des choses qui devraient être bloquantes sur la revue de code, et donc c'est pull request, et il y a des choses qui devraient être discutées avec plus de monde que juste à 2 personnes, donc vraiment avec toute l'équipe ou toute une communauté de pratique, encore plus large, et sur lesquelles on doit se mettre d'accord, mais qui ne doivent pas bloquer le lead time, parce que c'est des sujets qui sont touchy, sur lesquels on n'est pas d'accord, etc. Si à chaque fois on va bloquer notre chaîne de production, il y a un vrai souci. Et il y a Alexandre d'ailleurs qui dit ce serait bien de prendre en compte la vision show, ask, ship dans les pull requests. Et c'est bien parce que tu voulais en parler, justement. Donc, Ah, tu... excellent, parce qu'en fait, c'est un modèle qui est pas forcément, très connu, voire qui est, méconnu. Et je suis content qu'il y ait quelqu'un, justement, qui fasse la remarque là sur, ce modèle Ship Show Ask. Donc, si vous cherchez ce modèle, si vous faites une recherche Google, vous allez, tomber sur une entrée de blog, sur le blog de Martin Fowler. Alors c'est pas écrit par Martin Fowler, c'est écrit par un certain Juan Wilsonash. Là, j'utilise mes notes parce que je je connaissais pas cet individu qui travaille pour, ThoughtWorks. Et en effet, c'est extrêmement, intéressant, comme entrée de blog et ça revient exactement sur ce qu'on discute. Ce qui est dit dans ce modèle-là, c'est que, on est passé d'un modèle de développement, trunk-based où, on contribue, on pousse directement sur le master et éventuellement après coup, il y a des vérifications qui sont faites. Je connais des sociétés qui font ça, qui sont restées sur le modèle, trunk-based development et puis, c'est après coup, qui regardent, tout ce qui est passé et puis éventuellement qui font des rectificatifs. On est passé de ce modèle-là qui est, extrêmement, bah, justement en termes de lead time, là c'est parfait. Par contre, il a ses inconvénients, c'est que lui, il peut amener à balancer, dans la branche principale, justement des problèmes de fiabilité et de sécurité ou des problèmes de maintenabilité majeurs qui peuvent introduire un bug demain. Donc Ship Show Ask, en 2 mots, ce qui est dit dans cette, entrée de blog, c'est que l'auteur de la pull request, on le considère, on le considère assez digne de confiance pour juger par lui-même si sa pull request nécessite une revue de code, formelle, et donc parce qu'il y a un risque d'introduction de bugs, de vulnérabilité, et dans ce cas-là, bah, il demande explicitement, à ce que cette revue de code soit faite. Donc là, c'est le ask. Ou alors il se dit: «Non mais là, c'est tellement trivial». Enfin, je veux dire, là, j'ai modifié quelque chose, qui est vraiment, à la marge, d'ailleurs, c'était que de la doc ou c'est quelque chose que c'est un bout de code que je maîtrise, sur le bout des doigts. Je prends le risque, de faire un ship, donc là, je bypass, cette étape de revue de code. Ou alors, et là, c'est intéressant, le mode show qui consiste à dire, bah,
je pense que là, en termes de fiabilité, de sécurité, tout va bien. Mon code est bien écrit, j'ai mes tests unitaires, il est lisible, et cetera. Ça va pas introduire des problèmes de fiabilité demain. Donc je bascule. Par contre, c'est un code qui est intéressant. J'ai envie de le partager j'ai envie de le partager avec d'autres. Et là, je passe en mode show, c'est-à-dire que je merge. Et ceci dit, je demande à 1, 2, 3 personnes, de néanmoins jeter un coup d'œil sur ma pull request. En termes de en termes de partage de connaissances, éventuellement pour, initier une discussion. OK, ouais, donc c'est ouais, c'est un modèle, assez intéressant aussi à présenter. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions encore, il y en a peut-être qu'on prendra plutôt à la fin. Il y a Colin qui dit: «Pourquoi préférer merger et discuter après plutôt que de discuter, avant de merger? Est-ce que ça abîme le lead time?» Oui, mais est-ce que ce serait pas juste une métrique? Alors je pense qu'on va en reparler quand on va parler aussi des revues de pratique. En fait, en résumé, le problème de discuter avant merger, c'est que les discussions peuvent durer longtemps et souvent sont faites qu'à 2 ou 3. Donc si on doit avoir toute l'équipe en discussion à chaque fois avant les merges, évidemment, ça complexifie vraiment cet échange. Et là, en fait, on va décaler, on va exploser notre lead time. Donc D'au effectivement, d'autant ouais, d'autant plus que si je peux me permettre de compléter ce que tu viens de dire là, Arthur, alors bon, moi je pense pas que ce lead time for changes est juste une métrique comme une autre. Je sais bien la dérive autour des métriques, mais la quand on prend les Dora métriques d'ailleurs, on prend les 4 en même temps, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'en améliorer une pour, détériorer l'autre. C'est vraiment les 4 en fait qui doivent être mesurés en même temps. Et ces Dora métriques, là, jusqu'à preuve du contraire, elles ne mentent pas. Donc pour moi, non, c'est important, ces Dora métriques. Et le deuxième point, c'est que de nouveau, je pense bloquer, la pull request, créer une crispation, et cette crispation, c'est elle qui induit qui peut induire le fait d'avoir des discussions qui sont passionnées, passionnelles, émotionnelles, alors qu'elles ne devraient pas être passionnées, passionnelles et émotionnelles. C'est parce qu'il y a cette tension autour de: «Faut que je merge», et je pense que ces discussions ont lieu en dehors de la pull request. Là, il y a beaucoup moins la pression du temps, et si ça a lieu notamment grâce à Promise, et là, on peut discuter à tête reposée, en fait. Cet impératif de merge, il crée de la crispation. est-ce que tu peux nous montrer du coup, vu que je vois que le temps file un petit peu, un exemple justement de ce qui a pu être mis en place, côté ReviewPad sur, cette fluidification des merge requests et ce que tu as pu appeler, enfin ce qui a été appelé maintenant des fluid pull requests. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc le principe de fluid pull request, c'est actuellement on on considère chaque pull request de la même manière. C'est-à-dire que typiquement, l'étape de revue de code, est systématiquement la même. C'est-à-dire que, bah, voilà, j'ai terminé, ma contribution, donc je l'assigne à quelqu'un. J'attends un certain nombre de temps, et j'ai aucune idée de ce certain nombre de temps avant d'avoir du feedback, bla bla bla. Ce qu'on dit, c'est que, chaque pull request est unique en termes de qui contribue, sur quoi il contribue, quelle est la nature du changement, et que, notamment l'étape de revue de code devrait être fonction, justement de ce contexte. Et typiquement, en fonction de ce contexte, bah, soit on passe en mode chip, par exemple, c'est-à-dire que, on bypass totalement, la partie revue de code, soit au contraire d'ailleurs, on augmente la barrière en fait. C'est-à-dire que, bah, peut-être que si on va toucher à une couche d'authentification, par exemple, bah, non seulement on va demander une revue de code par un développeur de mon équipe, mais on va aller demander également une deuxième revue par quelqu'un de l'équipe sécurité. Donc c'est fluide au sens, c'est un peu la métaphore de l'eau qui va s'adapter. Et donc, suivant le contexte de cette pull request, soit on va relâcher, soit on va
augmenter le filet de sécurité. Juste en 2 mots, en fait, Review alors je peux peut-être faire un partage d'écran? Si ça fonctionne en Alors, cliquant sur partager, si la feature a été bien shippée, ça devrait marcher avec, Livestorm. d'accord, donc OK. Écran. Si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions, on y reviendra à la Donc, juste en 2 mots, hein, là, ReviewPad, c'est une, GitHub app, qui fonctionne d'ailleurs, uniquement pour l'instant avec GitHub, donc, reviewpad.com. Donc, comme toute GitHub app, hein, ça s'installe très facilement. Là, je pourrais cliquer sur GitHub app, je sélectionne le repo sur lequel je veux l'installer. À partir du moment où j'ai sélectionné un repo, j'ai une PR de onboarding qui est automatiquement créée par le service, qui va m'aider dans la configuration, initiale, en me posant des questions, en me demandant, qu'est-ce qui m'intéresse en fait. Donc là, je vais aller sélectionner, les fonctionnalités qui m'intéressent. Je vais aller merger ma pull request et ce qui va se passer, c'est que j'ai un fichier reviewpad, .yaml, qui va être créé à la racine de mon répertoire. Une fois que ce fichier est créé à la racine de mon répertoire, que le service, reviewpad a été installé, eh bien chaque PR qui va être créé, qui va être updaté, va être analysé justement par le bot, reviewpad. Donc là, typiquement, sur cette PR, dès que la PR a été créée, j'ai reviewpad qui a rajouté un label, small, qui a automatiquement, assigné comme reviewer, un certain Thiago, qui a rajouté un autre label qui s'appelle Waiting for Review. Donc en fait, le bot, en fonction du contexte de la pull request, du code qui a été modifié, va faire des actions, qui vont impacter le cycle de vie, de la pull request. Donc, de nouveau, soit au niveau des labels, des reviews, du statut, de la pull request, soit pour, automatiquement d'ailleurs, déclencher un merge, c'est également possible. Donc alors et pour revenir sur ce concept de fluid pull request et pour prendre un exemple en particulier, typiquement, ReviewPan, est capable d'aller identifier, les méthodes, les classes, les bouts de code, qui sont annotés avec une annotation, critique et bon, là, c'est juste un exemple, hein, de workflow qu'on peut mettre en place, mais ici, c'est, tiens, mais si jamais, il y a un bout de code qui est changé dans le cadre d'une pull request, qui a la notation, critique, dans ce cas-là, bah, je vais rajouter un label critique, sur la pull request. Je vais assigner en fait cette pull request à un certain groupe. Alors là, je l'appelle le groupe owner, mais je sais pas, ça pourrait être le groupe, critical. Et puis je peux même rajouter un commentaire sur la pull request, pour indiquer, également à l'auteur de la pull request que là, on est en train de toucher à un code sensible. De la même manière, ici, je pourrais très bien, chaîner des revues de code, dire: «Bon, bah, voilà, quand on est dans tel cas de figure, je commence par assigner au développeur. Ensuite, une fois que le développeur a parfaitement assigné, a parfaitement revu, j'assigne, à l'équipe sécurité. Une fois que l'équipe sécurité a parfaitement revu, j'assigne à une tierce personne. Donc ça, c'est pour augmenter, la force du filet de sécurité. À l'inverse, pour revenir, puis ça sera mon dernier exemple peut-être, pour revenir sur l'exemple, Ship Show Ask, parce qu'en fait, on l'a mis en place, chez ReviewPad et typiquement, la manière dont on l'a implémenté, c'est qu'on a on a mis en place là, c'est une feature, GitHub, un template de description pull request. Donc, à chaque fois qu'en fait on crée une pull request, on a ce template de description là qui s'offre à nous et à la fin donc, dans lequel on
peut renseigner pas mal de choses pour dire, par exemple, comment cette pull request a été testée, s'assurer qu'on a bien réalisé un certain nombre de checks avant de terminer, pousser cette pull request. Et à la fin, en tant qu'auteur de la pull request, je vais dire, mais quel mode je choisis? Est-ce que je choisis le mode ask, le mode show, le mode ship? Et en fonction du mode qui a été choisi et également de la nature du changement, eh bien, ReviewPad va permettre en effet soit de basculer dans ce mode ask, soit de automatiquement aller sur un merge de la pull request. Alors je vais peut-être pas en dire beaucoup plus parce que je vois que le temps passe. Donc, donc voici pour quelques éléments là, de démo. Ouais, super. Super. Donc, dans l'idée, en fait, en plus d'automatiser des choses éventuellement avec ReviewPad et de rentrer dans ce modèle un peu ship, show, ask, un point intéressant, c'est de rentrer dans une démarche vraiment de partage de connaissances et de partage de pratiques pendant justement ces revues de code en fait, qu'on va avoir. Donc là, je vais vous montrer un exemple en fait avec Promise qui est vraiment un plugin qui va se mettre sur GitLab, GitHub, Bitbucket ou Azure DevOps. Et l'idée, c'est par exemple, ici, je suis en train de faire une revue de code sur GitLab et je me rends compte que ligne 24, il y a quelqu'un qui a introduit quelque chose qui est vraiment de l'ordre du bug, entre guillemets. Là, en fait, on devrait avoir un await, comme c'est le cas ici, devant cette ligne-là, parce que c'est un appel asynchrone, parce que je sais qu'il va y avoir des soucis une fois sur deux, la page ne va pas bien être rafraîchie. Donc là, évidemment, c'est de l'ordre du commentaire bloquant, donc je vais bloquer la revue de code et je vais mettre un commentaire qui sera, par exemple, hop, always wait for async response before updating the right. Je vais dire, en fait, c'est important de toujours attendre la réponse qui ici va être asynchrone si on veut vraiment mettre à jour cette vue. Et l'idée, c'est que là, je vais pouvoir poser le commentaire, mais si je fais que poser le commentaire, je vais perdre l'importance de ça, c'est-à-dire que je vais le donner qu'à une seule personne, ce commentaire, et je ne vais pas pouvoir capitaliser dessus. Donc l'idée, c'est que là, avec le plugin qu'on a installé, je vais pouvoir créer une pratique à partir de ce commentaire. Donc là, je vais créer cette pratique que je vais appeler comme ce que j'ai dans le commentaire, always wait pour A5 réponses. Je vais dire est-ce que c'est un exemple positif ou négatif. Dans mon cas, c'est un exemple négatif. Et je vais poser mon commentaire. Donc l'idée, là, c'est vraiment de se dire, je pose un commentaire, mais je vais aussi en tirer quelque chose, je vais capitaliser dessus pour l'ensemble de mon équipe. À côté de ça, j'ai la possibilité, du coup, de remonter des choses qui seraient plus des sujets de discussion que je ne vais pas forcément rendre bloquantes dans la revue de code. Donc l'idée, c'est que je continue ma revue de code et je me rends compte ici qu'il y a quelqu'un qui a manipulé des dates avec Moment.js qui est un peu déprécié. Et surtout, j'ai plein de manipulations de dates qui se font en dur dans le composant ici, vous voyez. Plusieurs endroits, en fait, Moment.js est utilisé. Et là, j'ai envie de donner du feedback à la personne du type, ce serait bien peut-être qu'on sorte un service pour manipuler les dates. Vraiment, qu'on arrive à extraire cette chose-là. Et donc là, je n'ai pas envie de mettre un commentaire et bloquer à ce niveau-là. Donc, je vais juste sélectionner le code, faire un clic droit, et au clic droit, j'ai une option qui est Identify Promise Practice ou Question. Et donc là, je vais pouvoir remonter juste un sujet de discussion. Et à ce moment-là, je vais poser une question, par exemple, qui serait Extract a service for date management, par exemple. Hop. Donc ça, je ne vais pas le rendre bloquant dans la revue de code, donc je ne vais pas en poser vraiment un commentaire. Mais par contre, je vais juste identifier un sujet. Et l'idée, c'est que je ne bloque pas la revue de code, donc le code va passer en production, mais on va avoir un temps d'échange qui va être ce temps justement de revue pratique, qui va nous permettre de discuter avec toute notre équipe ou toute une communauté de pratique de ce qui a été remonté. Et pour ça, du coup, donc
là, on se retrouve sur l'interface de Promise. On va se réunir avec toute l'équipe ou toute une communauté de pratique à la fin de notre sprint, par exemple. Et à ce moment-là, on va pouvoir voir ce que tout le monde a remonté comme sujet. Donc, chacun des membres de l'équipe peut le faire pendant ses revues de code ou depuis son IDE. Bon, c'est un autre plugin que je ne vais pas présenter là. Mais l'idée, c'est à ce moment-là de pouvoir faire cette revue ensemble, qui est vraiment une revue de pratique, donc pas une revue de code. On ne va pas parler du code en lui-même qui est derrière, on va en parler un petit peu, mais on va surtout parler de la pratique qui a été remontée, par exemple ici, Always Wait for Act5 Response, donc celle que j'ai créée à ce moment-là avec mon équipe. Et cette pratique, on va pouvoir la valider en équipe si tout le monde est d'accord. Ou alors, si jamais des gens ne sont pas d'accord, on peut lancer ce qu'on appelle une battle sur cette pratique pour que les gens puissent interagir de manière asynchrone en disant ben ouais, je suis plutôt pour telle raison ou je suis plutôt contre, etc. Donc, l'objectif de ça, c'est vraiment de rendre cette démarche un peu asynchrone pour pas qu'on ait à bloquer des choses justement dans le flow de développement. Et une fois que cette pratique est validée, elle va apparaître dans notre référentiel de pratique et elle sera disponible pour tout le monde pendant les revues de code d'ailleurs, justement. Derrière, on a des systèmes qui vont être capables, un petit peu comme des linters, voilà, de remonter des choses de manière automatique. Ça ne va pas fonctionner tout le temps, parce qu'évidemment, ça va dépendre de la pratique. Mais l'idée, ça va être comme ça, de pouvoir discuter ensemble et parler des différents sujets de discussion qu'on a pris. Par exemple, celle-là, Extract Service for Date Management. Quelqu'un peut dire, ben oui, en fait, on va sortir un service, on va gérer toutes ces dates de manière indépendante dans un service à part, etc. Et donc, cette discussion va pouvoir donner lieu justement à d'autres pratiques. Et c'est ça qui est important pour nous, c'est vraiment de sortir la partie validation de code, comme l'a dit Freddy, donc on va voir dans les revues de code, de la partie qui est vraiment validation des pratiques entre nous et discussion autour des pratiques qu'on va avoir. Et le fait d'isoler les deux, ça va permettre de se retrouver avec des commentaires qui sont vraiment des commentaires dans les revues de code qui vont vraiment valider est-ce que le code doit passer en production ou pas. Mais tous les autres sujets comme ça, sur la gestion de plein de choses, des loggers, de l'architecture, etc., c'est important de ne pas forcément les sortir à ce moment-là, mais de les extraire et de les laisser pour un temps de discussion qu'on aura ensemble, qui sera asynchrone et qui va permettre justement de discuter de tous ensemble. En fait, j'allais rebondir sur l'exemple d'Arthur qui me semble très bon à deux niveaux. Le premier point, c'est qu'on voit bien sur cet exemple d'extraction du code dans le cadre d'un service qui peut très rapidement donner lieu justement à une discussion animée entre des développeurs, comme si tout d'un coup ça devenait un sujet extrêmement critique et que ça venait cristalliser les passions, alors que de nouveau par rapport aux critères que j'ai mentionnés tout à l'heure, ça ne va pas donner lieu à un problème de fiabilité, ni de sécurité, ni de maintenabilité qui pourrait amener à un problème de fiabilité demain. Donc, on s'enlève ce problème de crispation, on merge et en plus, le fait, parce qu'il y a une idée reçue que j'aimerais démonter, c'est qu'on se dit que la partie revue de code, c'est un élément capital pour le knowledge sharing, le partage de connaissances, par contre. Et là-dessus, je m'inscris en faux. On est avant tout sur des pull requests dans des communications un à un. Si on parle de knowledge sharing, c'est du 1N ou du NN. Donc un outil comme Promise, justement, permet de basculer dans un mode de communication plus NN, qui est beaucoup plus approprié pour du knowledge sharing. Pour moi, le knowledge sharing, quand on parle des pull requests, il est extrêmement pertinent dans le cadre du onboarding de quelqu'un. Là, dans ce cadre-là, même des problèmes purs de maintenabilité, ça me choque moins que ça soit bloquant, parce qu'on est vraiment en train de onboarder quelqu'un et de le mettre à niveau. Et même si, là encore, par ailleurs, dans un outil comme Promise, il y a toute une partie onboarding qui est prise en charge pour permettre d'apprendre toutes les bonnes pratiques sans pour autant passer par les pull requests. Il y a un élément également que tu as mentionné, Arthur. Tu nous as rejoint, tu Ouais. m'entends maintenant? Ouais. Je t'entends très bien.
Voilà. Les Hem, soucis je d'internet, bien sûr, entre midi et deux, c'est toujours classique. il y a pas de souci. Tout à l'heure, tu as dit furtivement, que toutes les bonnes pratiques ne sont pas automatisables, parce qu'il y a certainement une idée reçue là-dessus, et je suppose qu'on te pose souvent la question, à propos de Promise, c'est bon, bah, à partir du moment où une bonne pratique, bah, on l'implémente dans, SonarCube, Codassis, ou autre et puis on n'en parle plus et quelle est ta réponse à cette, à cette réflexion-là? Ah, c'est vrai que c'est quasiment toujours la question qui nous est posée, je t'avoue. Dès qu'on montre qu'on a la possibilité d'automatiser des choses, c'est tout de suite: est-ce qu'on peut bloquer des choses dans la CI? Et donc, en gros, on définit plein de pratiques entre nous et de manière un peu automatique et magique, que ce soit avec ChatGPT ou Sonar ou n'importe quoi, on a la possibilité de bloquer tout ça. Effectivement, ce qu'on répond aux gens, c'est que en moyenne, on a 20 à 30 des pratiques créées dans Promise qui sont automatisables. Il y a des pratiques qui vont être utiliser un anti-corruption layer, par exemple, pour isoler des concepts métiers ou pour s'abstraire d'une implémentation directe, etc. Donc, il y a plein de pratiques en fait qui seront jamais automatisables et qui vont dépendre des connaissances des êtres humains qui vont être derrière leur clavier. Et l'objectif de Promise, c'est pas d'automatiser des choses, c'est vraiment de se dire, on va essayer d'aligner l'expertise et les connaissances de toutes les personnes qui font partie d'une équipe pour faire en sorte que justement, on n'ait pas besoin de linter ou d'outils automatisables pour aller identifier des trucs comme ça, parce que dans tous les cas, ce sera jamais possible. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser Sonar ou des linters. Mmh. Ah Évidemment, oui, oui, c'est ça aussi ça des enlève questions en rien intéressantes. leur utilité, mais en effet, une bonne pratique n'est automatisable qu'à partir du moment où elle s'applique dans 100 des cas et encore faut-il que la technique suive pour aller détecter le truc. Si une bonne pratique ne s'applique que dans 90 des cas, 70 des cas, à partir de là, c'est plus automatisable parce qu'on va générer des faux positifs et puis on va générer du pushback, on va générer du bruit, quoi. Enfin, je te rejoins énormément sur cet aspect-là, tout n'est pas automatisable. Mmh. Tout à fait. Il y a une question de Sébastien que je viens de voir. On peut considérer que quel que soit le modèle de livraison, donc ship, show ou ask, Promise trouve sa place et ne bloque pas tout le workflow de livraison. Effectivement, en fait, quel que soit le schéma utilisé par équipe, même du trunk-based développement, par exemple, parce qu'on a aussi des entreprises qui s'en servent en mode trunk-based développement, effectivement, c'est vraiment quelque chose qui est à part et qui est asynchrone et qui va permettre justement de se dire, bah, chacun d'entre nous peut remonter des expertises ou des sujets sur des bugs potentiels, sur de la performance, de l'accessibilité, du green IT, n'importe quel type de pratique. Et on sait qu'on a un temps d'échange avec notre équipe pour discuter de ça. Donc, c'est quelque chose qui est complémentaire du pair programming, du mob programming, des revues de code, etc. Et qui va avoir lieu soit avec notre équipe, soit avec une communauté de pratique. C'est un autre sujet qu'on a abordé en webinaire la semaine dernière sur la gestion des communautés de pratique et le partage d'expertise au sein des grandes entreprises où il y a beaucoup d'équipes de développement. Mais voilà, c'est quelque chose qui est important aussi à mettre en avant. On n'a pas forcément parlé aujourd'hui, mais l'agilité avec le découpage en squad a eu tendance aussi à isoler un petit peu les différentes personnes. C'est-à-dire, on a une ou deux personnes qui font du back par équipe. Et si jamais on ne se réunit pas de manière un peu transverse ou qu'on ne fait pas de revue de code aussi croisée, donc entre différentes équipes, en fait, on a de la connaissance qui va être silotée au sein de ces différentes squads et au sein de ces équipes. Et c'est vraiment quelque chose, quand on parle de pair programming, c'est pareil. Le silo, il se fait avec deux personnes. Donc, c'est d'autant plus dommage que bah, l'objectif, si on est nombreux, c'est de partager avec tout le monde. Donc, c'est vrai que il faut automatiser, il faut fluidifier tout ça, justement en mettant des indicateurs et des niveaux de criticité, on va dire, sur des revues de code. Et justement, c'est là où j'adore l'approche de ReviewPad qui est de se dire, voilà, il y a des choses qui vont être plus ou moins critiques, il y a différents types de revues de code. Et le problème qu'on a vu le plus souvent, c'est vraiment des entreprises qui voient tout un petit peu au même niveau. Chaque commentaire, comme tu disais Freddy, est bloquant. Et donc, en fait, on n'a pas de distinction de bons, mauvais commentaires, de commentaires sur le style ou sur le fond, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas mal, je pense, de faire cette distinction, d'être capable de savoir ce qui est un commentaire pertinent pour bloquer une revue de code ou pas, et d'un autre côté, de capitaliser au maximum sur tout ça, sur tous ces commentaires qui sont poussés. Il faudrait capitaliser dessus, s'en servir pour onboarder aussi les nouveaux arrivants. Et également, il faut se servir bah, de tous ces échanges qu'on peut avoir en dehors des revues de code qui sont lorsqu'on fait du pair programming ou lorsqu'on est
sur justement notre IDE, il faut qu'on puisse remonter des choses et de partager avec tout le monde. C'est vraiment la caractéristique principale pour nous des bonnes équipes de développement, c'est qu'ils communiquent bien. Si on a une bonne communication, qu'on est dans une démarche d'amélioration continue, qu'on ait une communication positive également au niveau des équipes, parce que on n'a pas forcément parlé, mais il y a aussi des commentaires qui sont un peu nocifs, entre guillemets, qui ne sont pas des commentaires bienveillants. Il faut bien formuler tout ça. Il y a tout un aspect de communication qui est essentiel dans notre métier. Et c'est super important d'intégrer tout ça. Donc, notre métier de développeur, c'est pas juste de pousser du code, c'est aussi de communiquer avec son équipe et de progresser un petit peu avec tout le monde. Je ne sais pas si Freddy, tu as un mot de la fin un petit peu sur. Un mot de la fin, à la rigueur, si on devait, je sais pas, s'il ne devait être retenu qu'une seule chose à mon niveau pour les participants de ce webinaire, c'est de renommer cette étape de code review en code approval. Parce que là, déjà, ça donne le ton, quoi. Ça donne le ton et donc, qu'est-ce qui permet ou pas d'approuver le changement? Et donc de nouveau, on approuve, en l'absence de problèmes de fiabilité, de sécurité, et de problèmes de maintenabilité qui pourraient demain amener à des problèmes de fiabilité. À partir du moment où, on n'est pas dans ces cas-là, ça ne doit pas bloquer et là, en effet, Promise peut être utilisé dans tous les cas de figure, mais particulièrement à partir du moment où on arrête de bloquer, Promise devient un élément clé également de la chaîne pour assurer une traçabilité justement de toutes ces bonnes pratiques ou tous ces bons retours qui n'ont pas été bloquants et sur lesquels on peut déclencher un vrai partage de connaissances et des discussions au sein de l'équipe. Super. Bah, écoute, ouais, c'est une belle conclusion. Il y a une petite question d'ouverture pour terminer sur ChatGPT, voilà, parce que c'est quand même le sujet à la mode. Pensez-vous que ChatGPT changera dans l'avenir, quoi que ce soit dans ce processus justement de revue de code, d'une façon positive ou négative? Est-ce que tu as une idée là-dessus? Alors, bah, là, ça serait bien d'avoir, Marcelo là, qui est le CEO de ReviewPad, qui a depuis le départ une vision, assez précise de son côté, de la manière dont il voit les choses évoluer. Il se dit qu'en effet, on va aller de plus en plus vers un développement qui va être assisté, donc Copilot et même ChatGPT demain, mais il le voit plus sur la partie contribution. C'est-à-dire quand je suis en train de développer, et qui va toujours rester cette étape de code review. On le voit bien hein, dans ce qui est fourni par ChatGPT. Moi-même hier, j'ai encore fait enfin, j'ai un use case qui m'a halluciné. Je vais sur Paris, je dois prendre la ligne N, je l'ai jamais pris. Je fais Google, j'arrive pas à m'y retrouver dans les liens. Je veux savoir à peu près sur quel quai ça se trouve. Et là, je formule ma question et ChatGPT me dit, bah voilà, Montparnasse, quai numéro 17, ligne N, c'est là que ça devrait se passer, quoi. Là, mais néanmoins, il y a du bruit dans tout ça. Tout n'est pas précis, exhaustif, etc. Et ça renforce encore le besoin d'avoir une étape de code review qui tient bien la route et manuelle, en fait. Donc, la partie AI, je la vois plus sur la partie contribution. Ouais, je suis d'accord que cette étape, pour moi, sera toujours validée par des êtres humains. Et effectivement, on va pouvoir automatiser peut-être de mieux en mieux des détections sur des soucis de sécurité. Voilà, Sonar évolue également. Voilà, il y a plein d'outils comme ça qui nous permettent d'automatiser des choses. Mais effectivement, pour moi l'étape de ce partage de connaissances entre êtres humains est essentielle. Et c'est là où on doit faciliter ça, parce qu'aujourd'hui, les équipes n'ont pas forcément de temps dédié pour discuter de tout ça. Nous, c'est la première question qu'on pose quand on arrive dans une nouvelle entreprise, c'est est-ce que vous avez un temps d'échange dédié en équipe ou en communauté de pratique? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez le droit de le faire? Est-ce que si on met en place Promise et que vous remontez des sujets, vous savez que vous avez 1 heure toutes les 2 semaines où vous pouvez le faire, ou est-ce que vous pensez que ça va être problématique? C'est très très rare que ce soit problématique, mais quand ça arrive, là, il faut aller voir tout de suite justement le management pour leur expliquer, bah voilà, voilà Mmh. notre métier, voilà comment ça se passe. L'amélioration continue, c'est obligatoire. On ne va pas rester sur des
des process archaïques où chacun a à avoir sa manière de faire. Donc, c'est super important de passer sur ça. Une dernière question aussi de Frédéric. Une ambition GitLab pour ReviewPad? Alors, tout à fait, tout à fait et ceci dit, on veut d'abord pleinement transformer sur GitHub avant d'aller sur GitLab. Voilà, donc c'est sûr que ça va arriver. Quand est-ce que ça va arriver? Je peux pas vous dire et pourtant je suis dans une bonne position parce que ce que j'ai pas mentionné, en introduction, c'est que, la décision a été prise récemment que je rejoigne de manière encore plus opérationnelle ReviewPad en tant que CPO là. C'est, en exclusivité, je donne la news. Donc je suis bien placé pour savoir, pour répondre à cette question, mais j'ai pas de date. Il faut d'abord, on veut d'abord, totalement, faire nos classes là sur GitHub. Très bien. Ben, merci Freddy. Merci à tous du coup pour votre participation. Comme j'ai dit, le replay il sera disponible très prochainement. Du coup, vous allez recevoir un mail avec l'info et il sera disponible juste après, peut-être aujourd'hui ou dans quelques jours sur YouTube. Comme ça, n'hésitez surtout pas à partager la présentation. Freddy, si on veut te contacter, où est-ce qu'on peut te trouver le plus facilement? Bah, je suis sur LinkedIn, sur Twitter. À chaque fois, c'est avec mon, prénom-nom, Freddy Mallet. Bon, ça se fait peut-être pas de donner mon adresse email comme ça, sur une vidéo qui Non, va mais aller en très ligne. bien, ouais. Mais, Twitter, Twitter, LinkedIn. LinkedIn, oui, alors et surtout n'hésitez pas quoi, parce que, là, je suis dans la phase de vraiment de recueil, de tous les feedbacks. Donc, qui que ce soit, quel que soit le contexte, vous voulez donner faire un galop d'essai, vous rencontrez des problèmes, vous avez du feedback, s'il vous plaît, contactez-moi, ouais. Parfait. Bah, écoute, merci encore pour ta participation, Freddy. Ben, merci de Pour m'avoir info, offert cet espace, hein, Arthur. merci tout le monde. Bonne Merci journée encore. et bonne Au revue revoir. de code à tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir.